Et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans le plat, les amis. Oui, je suis toujours accompagné de Philippe. Comment ça va, Philippe ? Ben, ça va bien. Salut Lucas, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Toujours un plaisir de vous retrouver. Tu penses qu'ils attendent comme ça devant le poste radio ? Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça ? C'est plus ça ? Non. Moi, je pensais que les gens, on leur amenait à manger et tout. Ils étaient H24 devant le... Ouais, non, ils ok. attendent que C'est la pas sortie du nouveau Pied dans le plat. Ben, crut alors. Que de bons retours sur ces premiers épisodes, ça fait vraiment plaisir. Hein. Ouais, on va continuer de mettre les pieds dans le plat, les amis. Et aujourd'hui, on va parler de la chasse. Mhm. Vous voulez manger avec nous? Allez, viens, je vais te faire goûter un truc. Devine quoi? Maintenant, je veux une pâtisserie. Oui, j'ai envie de me farcir un gâteau débile. Ah bah ça tombe bien, j'aime pas les huîtres. Ouais, alors la chasse, un sujet un peu controversé, j'ai envie de dire. Hein. Soit on aime, soit on n'aime pas. Toi, personnellement, qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense rien parce qu'en fait, j'aime pas la chasse. Donc, bonne journée à tous, à bientôt. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup. Non, mais en fait, je suis pas un fan de viande de chasse. On va en discuter aujourd'hui dans ce podcast, mais par contre, il y a beaucoup de choses à dire quand même, dans le sens au niveau historique, il y a quand même un truc de dingue là-dessus. Bien sûr. Mais sinon, la gastronomie de chasse, pour moi, c'est quand même un grand mystère de notre éducation culinaire. Ah ouais, j'avoue que entre mélange surprenant et puis saveur inexplicable, c'est sûr qu'on va essayer de passer en travers de tout ça. Moi, je vais commencer par te lire la description Wikipédia de ce qu'ils nous disent la chasse. On sait que tu adores ça. Alors, la chasse est la traque d'animaux dans le but de les capturer ou de les abattre, les manger ou les détruire. Sympa, ça met l'ambiance. Quand la chasse est soumise à une réglementation, la pratique de la chasse en dehors de son cadre légal est appelée braconnage. Mhm. Voilà. Mais nous, quand on parle de chasse, en termes de gastronomie, on parle de quoi exactement ? Et est-ce que la pêche est inclue là-dedans ? Non, parce que la pêche, c'est la pêche et la chasse, c'est la chasse. Mais quelque part, la pêche, c'est de la chasse. Maintenant, est-ce qu'on a déjà tué un sanglier avec une canne à pêche ? Ça, c'est une bonne question. mais pour revenir à ta question, oui, la chasse, c'est, au niveau gastronomique, c'est une période déjà. Il faut savoir que c'est quand même normalement un plat saisonnier. Donc, c'est quoi ? C'est l'automne. Mais tout ça, c'est ce qui me dérange un peu dans la chasse. C'est que c'est un peu quelque chose de traditionnel qui peut-être me dérange parce que ça n'appartient pas à ma culture, même s'il y a de la chasse en Camargue, d'où je viens. Mais ça reste très modeste. Cette chasse de gros gibier comme ça, c'est pas quelque chose qui me parle énormément. Et surtout que le gros problème de la chasse actuellement, c'est que, allez, on va dire 95%, 95% de la chasse, c'est de l'élevage. Donc je me dis, est-ce que ça a du sens encore d'appeler ça la chasse ? La chasse, ouais. Okay. Et tu sais qu'il y a même des endroits où ils abattent les animaux d'élevage avec des fusils, avec des carabines de chasse, enfin des fusils de chasse pour qu'il y ait des petits plans à l'intérieur. Donc, mais ça, je pense que ça doit être sponsorisé par l'association des dentistes. Okay, je vois, mais j'ai un peu une image de la scène qui est quand même limite ridicule, tu vois, où ils sont dans une espèce de petit parc, et puis un peu comme le sketch des Inconnus où ils font le lâcher de Kélinette Cendré, un peu, j'ai l'impression, non ? Mais c'est même pire que ça. Je sais pas si tu as vu cette vidéo qui a couru un temps sur Internet, où tu avais un gars qui venait abattre ses faisans pour les vendre. Donc il rentre avec son fusil de chasse dans l'enclos où il y a tous les faisans, et là, il peut pas les abattre parce qu'il faut quand même une certaine distance, il faut 2 ou 3 mètres, mais là, les faisans lui courent après, ils viennent spontanément vers lui, alors qu'il est armé d'une carabine, d'un fusil, et ils viennent spontanément vers lui parce que c'est le gars qui les nourrit tous les jours. Donc, oui. Donc là, tu te dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train de devenir fou et de marcher sur la C'est tête ? Benny Hill, le truc. C'est un peu ça. Ah, c'est impressionnant. On parle aussi de période de chasse. Bien sûr, tu parlais d'un plat saisonnier. Moi, j'ai un peu regardé vite fait, mais rien qu'en Suisse, suivant le canton, ça diffère, on est d'accord. Il n'y a pas des périodes de chasse au même moment, ou est-ce que je suis complètement les pieds dans le plat ? Quoi ? Alors, oui. Alors, effectivement, il y a des périodes de chasse différentes. Il y a aussi, il faut savoir, et ça c'est quand même utile, des chasses de régulation. C'est-à-dire qu'en Suisse, on chasse surtout le sanglier, parce que c'est quand même un animal qui se reproduit très rapidement et qui font l'air pas mal de culture. Donc, il y a des chasses de régulation, mais les dates exactes, ça je pourrais pas dire. Mais normalement, oui, on est en automne.
C'est là on va tuer ces animaux, c'est la venaison. Hein. Et là, on va tuer ces animaux et il faut les consommer, puisqu'il n'y a pas encore si longtemps en arrière, on n'avait pas de réfrigérateur, rappelons-le, dans les pieds dans le plat. Et il fallait consommer la viande qu'on obtenait assez rapidement. Ok, très bien, très bien. Toi, t'as jamais pratiqué la chasse? Non. Puis moi, avec un fusil de chasse dans les mains, c'est tous aux abris. Hein, non, c'est pas mon truc du tout. Hein. Puis je pense que ce serait même dangereux. On a différentes catégories parce que on va parler de la chasse, évidemment, de la pratique, sûrement, en retraçant à travers les âges, mais on parle surtout gastronomie, nous. Donc, quand on parle de chasse en gastronomie, on a plusieurs catégories. Le gibier, la venaison, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, pour moi, il y a le gibier à poil et le gibier à plumes. Pour moi, ça s'arrête là, quoi, quand même. Il n'y a pas énormément d'autres catégories. Enfin, il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça, quoi. Ok, très bien. Maintenant, c'est une pratique qui se fait depuis la nuit des temps, hein. La chasse. Déjà à l'époque, il me semble, les chasseurs-cueilleurs, ça me parle, ça me rappelle des cours d'histoire un peu glauques à l'école. À l'école où c'est pas ma matière où je performais le plus, mais j'aime beaucoup l'histoire. Ouais, alors rappelons quand même que ces chasseurs-cueilleurs, c'est quand même aussi une certaine image d'Épinal, hein, puisque oui, effectivement, les hommes à la préhistoire chassaient, parce que voilà, mais ils chassaient plus par un système de pièges, de choses comme ça, où ils poussaient les animaux en leur faisant peur vers des endroits où ils avaient préparé préalablement, ils n'avaient pas préparé une falaise, mais ils savaient qu'il y en avait une, ou alors ils préparaient des trous avec des pics. Mais le fait de se dire, je vais me poster avec des pierres et puis j'attends qu'un mammouth passe, je pense que ça, c'est plutôt de la légende, parce que déjà, je ne sais pas si ça vivait à la même époque, tout ce monde-là, mais c'est quand même dangereux. Et à l'époque, on avait une espérance de vie qui était très, très limitée. Je pense que ce n'était pas franchement utile de l'aggraver, cette période très, très courte de vie. Donc, on était plus dans la cueillette que dans la chasse. Et quand on parle de chasse, on mangeait beaucoup des animaux qui étaient déjà morts, des animaux vieux, c'était une sorte de nettoyage, quelque part, du monde sauvage, en fait. Hein, c'est comme maintenant, on le voit en Afrique, les lions, ils ne vont pas s'attaquer à un animal tout vigousse, hein, ils vont prendre les faibles. Hein. Ouais. Puis ça permet un peu de réguler toute une population animalière. Est-ce que c'est une pratique ensuite qui a évolué, qui a perduré dans le temps, le fait de chasser? Enfin, je sais que bien plus tard, c'était une marque de richesse de pratiquer la chasse. Mais avant ça, quand on parle mythologie, tout ça, les Romains, etc., tu peux nous en dire un peu plus sur cette période-là? Il y a toujours eu la chasse n'a jamais, mais jamais. Il faut vraiment que ça rentre dans les mentalités maintenant. On n'a jamais mangé de la viande pour se nourrir, et encore moins de la chasse. La chasse a toujours été un moyen d'asseoir, comme tu le disais juste avant, son statut social, et ça depuis l'Antiquité, où il fallait juste mettre à disposition de ses convives pour qui on avait le plus grand respect, mais surtout qu'on voulait impressionner, de la viande de chasse, même très théâtralisé, on en reparlera, ça s'est un peu exacerbé à partir du Moyen-Âge, cette mise en scène autour de la viande et particulièrement de la chasse. Et puis, c'était une manière de dire, tu vois, moi j'ai le droit de chasser, parce que ce sont mes terres, donc chez moi je fais ce que je veux, donc je suis libre. Ce sentiment et toute la symbolique qui tourne autour de ce sentiment de liberté est né au début de l'Antiquité et a perduré jusqu'au 19e siècle quand même. Donc c'est vraiment très très important. C'est ce truc de se dire, je reçois quelqu'un d'important, donc je vais lui montrer que moi aussi je suis important et je suis même plus important que lui, en lui montrant que moi je peux chasser, je peux faire ce que je veux. Et du reste, c'est assez surprenant aussi de réaliser que à partir de François Ier, donc là on est à la Renaissance, 16e siècle, on se retrouve dans une période où on va aller même encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement on fait ce que je viens de dire, mais en plus de ça, on invite son convive à chasser avec lui. Mmh. Et c'est amusant de voir qu'en France, il y a encore, je crois, Nicolas Sarkozy qui est invité, ou je ne sais plus si c'est Nicolas Sarkozy ou Pompidou ou Général de Gaulle, qui a invité les grands chefs d'État étrangers à faire une partie de chasse. Je me dis, le gars, putain, il devait se retrouver avec un fusil. Ça devait être plus un danger version un peu Ligron, tu vois, qu'autre chose. Mais parce que le fait de dire... moi, je peux chasser, mais en plus, regarde, tu as vu, je te prête un fusil, donc il y a aussi une marque de confiance, et puis tu peux toi aussi chasser, c'est-à-dire que tout ce qui est à moi est à toi. Et ça, c'est vraiment
ça a une symbolique très très forte en termes d'accueil, de respect, de convivialité. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve plus dans la pratique de la chasse actuellement. J'ai envie de dire, c'est plus une manière de montrer son statut social maintenant. Non. Alors maintenant, du peu que j'en sache, les chasseurs d'aujourd'hui sont des gens qui se sentent proches de la nature. Donc, c'est une manière pour eux d'être dans un cadre naturel, de pouvoir se mettre à guet. Après, il y a toujours cette petite vidéo des inconnus qui nous fait rire, où ça, c'est quand même mythique. Donc, ça n'aura pas fait de la pub à nos amis chasseurs. Mais je pense que non, on n'est plus tellement dans cette dynamique-là de symbolique, de se dire, oui, moi, je vais m'approprier l'esprit sauvage de l'animal en mangeant. C'est pas le fait tellement de chasser, c'est le fait d'en manger. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que le braconnage est arrivé, puisque comme les gueux, les pauvres n'avaient pas le droit de chasser, malheureusement ils devaient se rabattre sur le braconnage ou rester sur ce qu'on appelait à l'époque les comestibles, c'est-à-dire les petits animaux de ferme comme les poules, les lapins et le reste. Mmh. Et je t'ai déjà raconté que moi je suis un chasseur ou pas ? Pas du tout, non. Ah ouais, moi je suis un grand chasseur. Ah oui. Oui. Alors une fois, je t'explique. En boîte de nuit ou quoi ? Je revenais de par chez vous, là, de Moudon, tout ça. J'étais sur la route de Berne, tranquille, tout va bien, tu vois. Et puis, d'un coup, il y a un Bambi qui a sauté, mais vraiment devant mon capot, le pauvre. Et j'avais vraiment l'impression qu'il m'avait choisi, en fait, parce que j'étais entre deux voitures et il a vraiment sauté entre les deux pour venir s'écraser sur mon capot, tu vois. Mais non. Et je l'ai percuté de plein fouet. Il a vrillé sur le bitume, je sais pas combien de mètres plus loin. Moi, j'étais complètement en état de choc. Il y a mon airbag passager qui a sauté et tout. Et puis, je me suis mis sur le côté. Je savais pas du tout quoi faire. Je pouvais pas l'aider. J'ai pas les compétences ou quoi que ce soit. Mais il est pas mort sur le coup. Donc, c'était terrible. Et du coup, j'ai appelé la police. Ne sachant pas quoi faire, et il y a un mec qui est venu avec sa petite camionnette, puis il arrive, puis il regarde, puis entre-temps il était décédé, et il regarde l'animal, puis il se tourne vers moi, il me dit « Ah bah vous l'avez pas loupé !» C'est moi qui l'a pas loupé, ouais, enfin, je veux dire dans le sens où j'étais élu de ce petit fan. Comment on appelle ça, un fan ? Un fan, je pense. Ouais, il était tout jeune. Et puis après, il m'a dit vous voulez le reprendre et tout ? Puis j'étais là, non, ça va. T'as pas voulu le reprendre ? Non, j'ai pas voulu le reprendre, non. Ouais, c'est particulier quand même. Bah ouais. Pour la petite histoire, moi j'ai un copain, un voisin, qui une fois a eu le même problème, et puis du coup l'animal mort, et il s'est dit, je vais le garder, je vais le mettre sur le... Mais il n'avait pas de remorque pour charger la bête, donc il l'a mis sur le bord de la route, il a pris des feuilles mortes, c'est en automne, et il l'a couvert de feuilles mortes, et puis il est allé chercher une voiture un peu plus adaptée pour charger l'animal. Quand il est revenu, il n'y avait plus rien. Donc heureusement, l'animal, à mon avis, devait être que sonné. Je ne pense pas qu'il se soit fait piquer. Mais bon, c'est horrible, on parle de choses cruelles. Ouais, c'est cruel. Les petits animaux, ceux qui nous écoutent et qui aiment les petits animaux, sachez on compatit à fond, non, franchement. Ouais. Mais il faut pas oublier que ce sont des animaux et que ils ont peut-être une conscience, j'en sais rien, peu importe. Mais ça fout les boules à chaque fois, quoi, clairement. Ouais. Pour ça que la chasse, c'est toujours un petit peu... Il y a cet acte de retirer la vie à un animal, il y a toute cette symbolique qui peut symboliser aussi la force. Mais au niveau symbolique, il y a aussi cet esprit sauvage de l'animal que les seigneurs, en consommant, avaient l'impression de s'approprier aussi. Mmh. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a vraiment une dimension aussi spirituelle, hein, comme dans tous nos podcasts, j'ai l'impression, on parle de spiritualité. Ouais, attends, on va se renommer les pieds dans l'encens. Moi, je voulais qu'on parle un peu des différentes façons qu'on a de consommer cette chasse, parce que au final, on a toujours, surtout en Suisse, après je me rends pas compte à l'étranger comment ça se passe, mais en Suisse, on a toujours cette image de, moi j'ai été formé en cuisine, au service classique où tu sers en 2 fois avec 2 garnitures différentes, etc. Mais après, il y a plein de façons de la travailler. Toi, il y a quand même... Enfin, t'aimes peut-être pas l'acte de chasser, mais la chasse en elle-même, tu trouves ça intéressant ? Tu trouves ça cool au niveau gustatif ? Non.
Merci à tous. Non, je suis pas fan de ça, mais à nouveau, je pense que ça me renvoie à une différence culturelle. Moi, j'ai pas la culture de manger de la chasse, des gros animaux avec une tranche d'ananas, une cerise confite. Moi, j'ai jamais compris ce concept quand je me suis dit, mais pourquoi on mange des animaux, de la viande donc sauvage, donc qui a quand même qui a un goût relativement fort, qui est pas forcément très très grasse. Donc si elle n'est pas très grasse, elle est assez ferme souvent. Hein. Il y a toute cette direction comme ça au niveau gustatif, en tout cas au niveau mastication, qu'il faut quand même prendre en compte, quoi. Et puis après, il y a ce côté. Quoi, c'est cette histoire, on te met une poire à bottier avec, le pire c'est la tranche d'ananas, je me demande ce que ça fout là, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens. En plus, j'aime pas trop les choux rouges. Ils l'ont chassé en même temps, peut-être oui, je sais pas, ils ont chassé le cerf à coups d'ananas pas mûrs, je sais pas. Et donc, en plus j'aime pas les choux, et puis il y a tout le temps des choux. Alors là, par contre, respect, il y a un truc que j'adore, c'est les spätzli, parce que ça c'est quand même le truc typiquement suisse et qui est tellement fabuleux. Ça a été pour moi une découverte. Mais les spätzli, je me dis, j'ai pas besoin d'attendre la chasse pour en manger, quoi. Les œufs, il y en a toute l'année, de la farine aussi, donc départ, quoi. Mais voilà, c'est cette garniture, c'est cet environnement, c'est ce côté un peu salade de fruits qui me dérange un peu. Moi, j'aime bien, je suis peut-être à vieille école, mais j'aime bien que les choses soient un peu distinctes, parce que c'est vite mélangé tout ça, surtout dans le corps après, donc autant faire une distinction avant, quoi. Ok, bah moi personnellement, je suis pas un mec genre ah putain trop bien, il y a la chasse qui commence, ça va être génial et tout. Je suis pas du tout comme ça, mais de temps en temps, je trouve ça cool. Puis je pense que c'est aussi assez typique d'ici. Enfin, comme tu l'as dit avant, toi t'as peut-être pas grandi avec ça. Du coup, t'es moins sensible. Mais moi, clairement, enfin, je trouve que c'est pas du tout un incontournable, loin de là, mais c'est un classique un peu, tu vois. Surtout que dans mon apprentissage et tout, on était très attachés à cette période-là. On faisait tout le temps une carte spéciale chasse dans le resto où j'ai fait mon apprentissage, tu vois. Il faut savoir quand même que là, comme je l'ai dit au début de ce podcast, la plupart de la viande de chasse qu'on a, c'est de l'élevage. Et puis, c'est souvent du surgelé. C'est quoi l'intérêt? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de travailler des produits locaux, de saison? On parle souvent de la chasse en automne, mais on oublie qu'il y a aussi de la viande saisonnière, comme les coquelets, par exemple. Pourquoi le coquelet est un peu dévalorisé, on n'en parle pas tellement. Le coquelet, il ne faut pas oublier que c'est un plat d'automne. Parce qu'à la fin de l'été, il faut tuer les petits coqs qui sont nés au printemps. Et parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs coqs dans un poulailler, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai décidé. Et du coup, on tue les jeunes pour pas qu'il y ait une consanguinité après. Si les jeunes deviennent grands, ils couvrent les mères. Donc, le coquelet, c'est aussi un plat de saison, mais en automne, on en parle très peu de ça. Pourquoi on ne revient pas à ces choses très simples? En tout cas, moi, la chasse, c'est intéressant. Moi, j'ai essayé d'ailleurs, j'ai une recette à vous donner si vous voulez vous amuser à ça. Moi, j'ai fait des carpaccio de cerf avec un vinaigre. Un carpaccio, on sait ce que c'est. Hein. Il y a une marinade qui est faite à base de vinaigre, etc. Et moi, je concasse des baies de genièvre. Et ces baies de genièvre, je les mets à mariner, à infuser dans du vinaigre chaud que je laisse refroidir. Ça donne un côté très fruité, comme ça, très aromatisé au vinaigre. Et je fais mon carpaccio avec ça. C'est très, très intéressant. Mais au niveau créativité, au niveau se faire plaisir, voilà, c'est un peu la seule recette qui me fait kiffer, comme on dit. Mais voilà, sinon le reste, c'est intéressant de se dire qu'il y a toute cette symbolique autour de ça. C'est intéressant de se dire que c'est une viande qui a un goût particulier, mais il faut aimer. Ok, très bien. T'as un peu cassé l'ambiance. Est-ce que Comment faire une transition qui n'a pas l'air après ça? Alors... Non, je me demandais, mais je pense que tu vas du coup être d'accord là-dessus, ce que tu as dit avant, mais est-ce que la chasse a la mauvaise réputation à notre époque? Oui, parce que, alors oui, la chasse peut avoir une mauvaise réputation. Il y a toujours des aficionnes, c'est-à-dire des passionnés de ça, des gens qui sont intéressés, qui adorent ce genre de cuisine. Mais oui, elle a de plus en plus une mauvaise réputation, mais pas parce que c'est la chasse par elle-même, mais c'est parce qu'elle renvoie à l'animal, c'est-à-dire à l'être vivant et à toute cette partie symbolique de prendre la vie d'un animal. Et ça, je pense que c'est un problème qui n'est pas que dans la chasse, mais qui est avec la viande en général, la viande de boucherie, où on a beaucoup humanisé notre
notre alimentation, c'est-à-dire que le cheval c'est Fifi, la poule c'est Coquette, et puis on donne des prénoms. Quand je dis ça, c'est une image, hein. C'est-à-dire qu'on a tendance parfois à trop humaniser des animaux qui ne sont pas des humains. Alors je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les respecter, mais ils n'ont peut-être pas, quand je dis peut-être pas, je suis convaincu que c'est le cas, ils n'ont pas les mêmes besoins physiologiques que nous. Ne faites pas, je sais pas moi, un tartare de saumon à une poule, ça sert à rien, je veux dire, ou à un cheval. Ne mettez pas un canapé en cuir dans une écurie, ça sert à rien. L'animal n'en a pas besoin. Par contre, il aura des besoins physiologiques, des besoins fondamentaux beaucoup plus importants, et c'est là parfois où on dérape un petit peu. Donc oui, pour répondre à ta question, la viande de chasse, la consommation de chasse a de plus en plus une mauvaise réputation pour les gens qui ne sont pas passionnés, mais parce que d'une manière générale, on va vers une tendance où on se pose beaucoup trop de questions, et à mon avis pas les questions essentielles, mais on part sur des dérives qui sont parfois un peu à la bobo attitude, quoi. Ok, moi je te suis assez sur ce raisonnement. Est-ce que tu t'es déjà posé la question des différences aussi quand on parle de viande de chasse entre les pays, tout simplement, ou entre même les continents? Parce que je me dis que en Afrique, de la viande de chasse, c'est genre des crocodiles ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, alors il y a ça. Alors moi, j'ai mangé du crocodile en Éthiopie, j'ai mangé du serpent, j'ai mangé du chat en Éthiopie. À Madagascar, j'ai mangé de la chasse aussi. Alors, la symbolique est tout aussi forte. Par contre, la préparation est complètement différente. Ah ouais. C'est-à-dire pas de poire à Botsi. Il n'y a pas de poire à Botsi déjà, ni de chou rouge, donc ça, j'étais content. Pas de spécie, par contre. Ah là, j'étais déçu. Du coup, j'ai repris l'avion, je suis rentré. Mais on est plus dans une manière très très directe, très très simple de servir la viande. Assez curieusement, il la laisse pas faisander, parce que la chasse est une viande qui a beaucoup de tissus conjonctifs, donc beaucoup de glycogène, et de ce fait, il faut la laisser faisander, c'est-à-dire maturer pendant un certain temps. Je vais vous expliquer après ce phénomène de maturation. Du reste, c'est très très intéressant si c'est vulgarisé un peu. Okay. Et donc on est beaucoup plus dans quelque chose de très très direct, où on te tue l'animal et on le mange directement après, ce qui fait qu'on a une viande qui peut être parfois très très ferme, mais assez étrangement assez tendre. Et par contre, après, il faut ce processus qui se mette en place. Donc voilà. Et puis après, oui, comme tu disais avant, il n'y a pas toute cette fioriture autour de ça. On ne va pas faire tout un pataquès, un tralala avec les choux de Bruxelles et tout. Dieu sait quoi encore. Choux de Bruxelles, c'est très bon, par contre, j'aime bien. Ah oui. Vous pouvez m'en faire quand vous voulez. Alors, si je puis me permettre, tu peux le redire, le produit, s'il te plaît? De quoi? Le chou de Bruxelles? Je suis tellement content que ce jour soit marqué d'une pierre blanche. Je vais apprendre quelque chose à Philippe. Attention, on dit pas Bruxelles, c'est jamais. Ah bon? On dit Bruxelles. D'accord, ok. Ouais. Mais écoute... J'ai fait 6 mois là-bas, je me suis fait engueuler tous les jours. C'est vrai? C'est Bruxelles, ouais. Okay. On dit pas le X. Alors moi, j'ai appris que les choux pour vous aussi. Les choux de Bruxelles, alors, oui. C'est pendant les périodes de guerre où ils n'avaient pas assez à Bruxelles, ils n'avaient pas assez de jardin, et ils avaient mis au point cette variété de choux qui poussaient verticalement. Regardez, des choux de Bruxelles sur pied, c'est assez étrange, hein, ça pousse comme des petits arbustes. Hein. C'est rigolo, ça pousse vers la hauteur, et c'était pour économiser de la surface au sol. C'est ce qu'on m'a dit, à Bruxelles. Non, mais ce serait intéressant de valider, parce que on entend souvent, tu sais, les gens dans leur petit jardin et tout, ils ont des plants de tomates, ils ont de la menthe, il y a personne qui a des trucs qui fait pousser du chou de Bruxelles, tu vois. Ah ouais? J'ai pas l'impression, en tout cas. C'est très très joli. On me dit que si dans l'oreillette. Si. En régie. En régie, on me dit oui. Ok, très bien. Tu voulais nous parler de la maturation? Ouais, c'est intéressant de parler de cette maturation, parce qu'on a l'impression que la viande, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose de très complexe, en fait. On va faire un peu de physico-chimie alimentaire, si vous êtes d'accord. Je vais juste vous expliquer en 2 points comment ça se passe. Ouais, t'as raison, on s'amusait bien jusque-là, donc vas-y. Il faut savoir que la viande, quelle qu'elle soit, c'est comme une grosse éponge de glycogène gorgée de sang. C'est-à-dire que le glycogène, c'est ce qui donne la texture, la fermeté même. C'est-à-dire quand tu manges de la viande qui est dure, c'est parce qu'elle a beaucoup de glycogène à l'intérieur. Et ce glycogène a la particularité de se dissoudre en présence de gaz carbonique. Alors, avant que la viande soit une viande, c'est un muscle. Et ce muscle a la particularité de faire des mouvements. Pour faire ces mouvements, il lui faut du sucre, du glycérol, mais il lui faut aussi de l'oxygène qui est véhiculé par le système sanguin, c'est-à-dire par le cœur. Donc le cœur amène de l'oxygène dans le muscle via le sang, et le sang évacue le gaz carbonique
qui était l'oxygène, mais qui est transformé en gaz carbonique, qui est évacué, qui revient dans les poumons, etc., dans le foie, poumons, etc. Donc, ça, c'est le principe de base. Sauf que quand l'animal meurt, généralement, le cœur s'arrête. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les tissus conjonctifs? C'est-à-dire que dans ce muscle qui devient de la viande, de facto, il va y avoir une augmentation du gaz carbonique. Comme je disais avant, le gaz carbonique a la particularité de transformer ce glycogène en acide lactique. C'est-à-dire qu'à 2 heures après post-mortem, c'est-à-dire après la mort, ce glycogène est dissous. Donc, il y en a beaucoup moins. Donc, la viande devient tendre. Mais par contre, à contrario, la viande devient acide. C'est-à-dire que d'un pH neutre de 7,0, nous, actuellement, on doit avoir un pH neutre à l'intérieur de notre corps. Les animaux vivants, c'est un peu pareil. Bon, il y a des variations, mais rien de bien violent. Mais quand l'animal, la viande s'affine comme ça, elle descend à un pH de 5,5. Et c'est là où la viande devient propre à la consommation. Propre, quand j'entends propre, c'est au niveau de la texture, au niveau de la tendreté. Okay. Et pas de la tendresse. La tendresse, c'est autre chose. La tendresse, c'est autre chose. Voilà, donc ça, c'est le principe de la maturation de la viande. C'est pour ça que c'est important de laisser cette viande rentrer en maturation pour la rendre tendre. Et puis après, la stocker dans un réfrigérateur. Tu me dis, ah ouais, mais alors avant, comment ils faisaient avant 1853 quand ils n'avaient pas les réfrigérateurs? Ils mettaient la viande dans des marinades, qui est un mélange d'acidité et de gras. L'acidité continuait et stabilisait aussi ce processus d'acidification de la viande. Et l'huile de la marinade couvrait cette préparation pour empêcher une contamination externe, puisque l'huile servait de capuchon, en fait de couvercle. Ça la conservait mieux aussi, du coup. Ça la conservait mieux. En soi, si on nous couperait un bout de cuisse, là, on serait pas bon à manger maintenant. Non, il faudrait nous laisser reposer pendant 2 heures. Ouais. Petite note pour tous les cannibales qui nous écoutent. Tu sais, alors tout ça paraît un peu anodin, mais ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, c'est assez étrange de savoir qu'il n'y a pas si longtemps encore en arrière, dans les abattoirs, on passait de la musique classique dans les abattoirs. Et au début, moi, je me suis dit, les mecs qui travaillent là-dedans, ils ont pété un câble, d'écouter de la musique classique. Et en fait, pas du tout. C'était pour détendre l'animal. C'était pour détendre l'animal parce qu'un animal qui est stressé, c'est un animal qui est tendu. Et quand on est tendu, nous autres aussi, nous avons tendance à durcir nos muscles, à les tendre. Et quand on tend nos muscles, on retient beaucoup plus le gaz carbonique à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on va avoir un déséquilibre. L'idée, c'est pas d'avoir que du glycogène ou que du gaz carbonique. L'idée de la maturation, c'est d'avoir un bon équilibre qui nous permette d'atteindre ce 5,5. Okay. D'où, et on revient à notre chasse, parce que là, en même temps que je te parle, je suis en train de penser à une transition qui, à mon avis, vaut ce qu'elle vaut, mais qui est intéressante. C'est qu'il n'y a pas si longtemps en arrière, j'avais fait un reportage dans le canton de Neuchâtel sur un paysan qui abattait son animal sur place. C'est-à-dire que ces vaches, au lieu de les amener à l'abattoir, lui, alors c'était très organisé parce qu'il y a une histoire d'hygiène, il y a pas mal de règlements à respecter, mais il abattait son animal sur place. Et au début, alors bien évidemment qu'il s'est fait décrier, il s'est fait insulter, il s'est fait agresser pour ça, mais je trouve la démarche intéressante parce qu'il ne faut pas oublier que pour un animal, le transport est un stress énorme. T'imagines, c'est des animaux qui vivent dans des pâturages ou dans des écuries. Du jour au lendemain, parce qu'on ne promène pas, il ne faut pas croire que les paysans, ils chargent la remorque le week-end pour aller leur montrer comment ça se passe au Molaison, leur montrer les paysages. Donc les animaux sont généralement dans un environnement relativement calme. Et du jour au lendemain, on les charge dans des camions et on les amène dans un abattoir où là, il y a une surpopulation évidente, où ça se passe très très vite, il y a beaucoup de stress. Donc l'animal est stressé. Donc maintenant, de plus en plus, on a compris que le transport des animaux était important en termes de confort, en termes d'éviter le stress pour avoir une meilleure viande. Et ce gars-là, donc pour revenir à lui, il tue son animal avec une carabine. Et c'était très intéressant parce que moi, j'ai senti beaucoup d'amour. C'est assez étrange de dire ça, mais en tout cas de respect et de compassion et de bienveillance vis-à-vis de son bétail. Parce que là, on n'est plus dans le gibier, mais on est dans le bétail puisqu'il tuait des vaches. Mais il tuait du cerf aussi. Et il prépare tout, la remorque, tout est prêt. Et il abat l'animal sur place, qui évite que l'animal soit stressé et donc une meilleure qualité de viande aussi. Et du coup, ça rejoint avec notre fil rouge de la chasse, parce que exactement. Le pauvre faisan sauvage qui se balade et tout, qui prend une bastos en plein dans le buffet, il n'est pas stressé du tout, du coup. Voilà. Donc. Tu comprends ? Il n'est pas stressé, mais il faut savoir qu'il a des tissus conjonctifs
très important en termes de quantité. Donc, c'est important quand même de laisser maturer cette viande, c'est-à-dire la laisser faisander. Et faisander, ça fait très classe. Maturation de la viande, ça fait très classe. On pourrait dire aussi, c'est un phénomène de pourriture de viande, quelque part. Mais c'est pas très vendeur. Moi, faisander, le terme, je trouve pas ça très glorieux. Hein. Ah ouais. Quand on te dit... ça sent un peu le faisandé. c'est pas de meilleur augure, normalement. Ça va. Ça va. Alors, moi, j'avais réuni quelques fun facts en fait, sur la chasse. Est-ce que tu savais que dans l'Égypte ancienne, les pharaons, ils ont entraîné des guépards à la chasse afin de profiter de leur vitesse et de leur agilité? Mais ils chassaient quoi, du coup? Puis est-ce que ça fonctionnait vraiment comme un chien de chasse, quoi, tu vois? Alors, je pense qu'ils étaient dressés. Le guépard, c'est un animal qui se dressait du moment qu'il était pris tout petit et domestiqué par l'homme. Après, moi, je ne mettrais pas ça sur mon canapé à la maison. Hein. Un guépard, on peut pas exagérer. Mais je pense, il chassait les antilopes, il chassait tout le gibier qu'il y a. L'Afrique est quand même un continent de gibier aussi. Hein. Il y a énormément de gibier différents. Hein. Ouais. Clairement. On a une news qui nous vient du Texas où si vous avez un ou des enfants et êtes divorcés ou séparés, l'État ne renouvellera pas votre permis de chasse si vous n'avez pas payé la pension alimentaire. Je trouve ça très drôle comme news. C'est américain. C'est très américain. Quand les archéologues ont découvert que nos ancêtres Homo sapiens ont commencé à manger de la viande, cela a tout changé. En effet, leur corps a évolué grâce à leur changement d'alimentation. Oui, on dit que la taille du cerveau humain aussi aurait pris du volume, en tout cas du volume, au moment où l'homme a commencé à manger de la viande. Je ne sais pas. Je pense que oui, certainement. Hein. C'est quand même des gens qui sont plus compétents que moi en la matière qui le disent. Mais oui, peut-être. Une corrélation peut-être avec les végétariens ? Oui, mais en même temps, ça, les pieds dans le plat. Oui, mais non, on plaisante. On vous aime beaucoup les végétariens, surtout les antispécistes. Non, on vous aime bien aussi parce que vous dites des choses justes aussi. Tout à fait. En 1859, un colon anglais nommé Thomas Austin a fait ramener une douzaine de lapins du Royaume-Uni en Australie afin de les chasser sur ses terres. 60 ans plus tard, la population de lapins était estimée à 10 millions. Non, mais c'est un bon move, ça. Non, mais c'est une procréation incroyable, ce truc. Je sais pas si t'as vu des lapins. Moi, j'en ai eu à la maison. Ouais. Il faut faire gaffe. Hein. Ça va vite. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Ça va très vite. On m'appelle souvent comme ça, d'ailleurs. Et du coup... on va pas les détails. Le terme sniper, tireur d'élite, était utilisé à l'origine pour désigner les meilleurs tireurs parmi les chasseurs. Ces derniers étaient capables de tuer des bécassines, donc snipe en anglais, connus pour se camoufler et voler de manière irrégulière. Alors ça, j'étais assez bluffé de savoir. Surtout que j'imagine, moi, la bonne sœur habillée en vert en train de voler. Tu parles des bécassines. Ouais, non, mais je comprends, t'aimes pas trop la chasse. Bécassine, c'est un oiseau. Je crois que la bécasse et la bécassine sont deux animaux qui sont différents parce qu'il y en a une qui est d'eau et l'autre qui ne l'est pas. D'eau qui vit les pieds dans l'eau. Okay, et la bécasse, d'ailleurs, a la particularité de ne pas avoir de fiel sur son foie, ce qui fait que c'est un animal qu'on peut manger entier. Ah, parce que les autres, on peut pas ? Il y a le fiel quand même, c'est pas très très bon. T'as déjà mangé du fiel ? Non. Ah, c'est vraiment pas bon. C'est le truc qu'on met dans les voitures pour les faire avancer ? Le fiel, non, le fuel. Ah, pardon, pour moi. Et encore, si tu as fait avancer ta voiture avec du fuel, tu auras des petits problèmes parce que c'est interdit le mazout. Hein. Ah bon. Mais juste pour revenir à cette histoire, c'est que oui, le fiel, c'est cette partie verte qu'il y a sur le foie de l'animal, qui correspond, sauf erreur, à la vésicule biliaire chez l'homme. Et c'est quelque chose de très, très amer, très acide. C'est franchement pas bon à manger. D'ailleurs, quand on prépare du foie, on fait super attention d'enlever ça. Alors que sur la bécasse, il n'y a pas ça. Et d'ailleurs, un jour, on parlera du poisson. Il y a un poisson qui s'appelle le rouget barbé, qu'on appelle aussi la bécasse de mer, parce que le rouget barbé n'a pas de fiel sur son foie. Très bien. Écoute, c'est noté pour le prochain épisode sur la pêche. N'oubliez pas de nous dire en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite ou pas. Maintenant, on va revenir à l'actualité, tout de suite avec notre correspondant à Shanghai. Ah bon ? Bientôt. Dernièrement, à Evolène, en Valais, on a inauguré un sentier didactique sur la chasse. L'objectif du sentier est de donner la possibilité au public de voir la chasse différemment et d'en apprendre davantage sur l'activité de chasseurs, sur le gibier, sur les réserves naturelles, sur les pratiques et cultures autour de cette activité. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je trouve ça très bien. Ça évitera d'avoir une image erronée peut-être du monde de la chasse qui a été quand même
je reviens là-dessus, pas mal écorné avec les inconnus. Hein. Mais oui, c'est intéressant. Moi, je pense que les chasseurs ont aussi leur raison d'être là. C'est quand même une régulation au niveau du gibier. Je veux dire, particulièrement les sangliers, c'est que ça te fout en l'air des cultures incroyables. Tu sais, on a quand même un problème. Nos paysans, nos éleveurs, hein, c'est pas les sangliers qui vont embêter les éleveurs, quoique, parce qu'ils mangent quand même leur nourriture. Mais à un moment, il faut réguler, parce que protéger à outrance comme ça, on se retrouve avec du grand n'importe quoi. Je veux dire, voilà. Donc c'est bien qu'il y ait ces gens-là qui régulent un petit peu, hein, clairement. Donc c'est bien qu'on explique leur raison d'être, en tout cas le monde de la chasse aux jeunes générations, et arrêter de faire des chasseurs, des tueurs sanguinaires qui tirent sur tout ce qui bouge, quoi. Alors on va y revenir avec la news d'après. Il y en a beaucoup qui tuent leurs chiens, c'est ça? Mais ça va pas trop dans ton sens, ça malheureusement. dépend à quelle heure. Mais pour en revenir à ce sujet-là, moi aussi je trouve ça cool. Moi la chasse ça m'a jamais vraiment passionné. Je suis vraiment pas pour ôter la vie comme ça. Maintenant je pense qu'il y a des périodes et des endroits où c'est nécessaire, malheureusement, malheureusement c'est nécessaire point en fait, où ils doivent chasser pour se nourrir et tout. Et il y a plein de choses que j'aime de symbolique que j'aime autour de ça, entre autres un hôtel en Autriche que j'ai eu la chance de visiter, qui a été fondé il y a des années, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus en quelle année il a été construit, mais le principe même de l'hôtel, c'était de réunir les chasseurs et les pêcheurs, parce qu'il est vraiment au bord d'un lac et au milieu d'une forêt. Et en fait, l'idée, c'était que les chasseurs et les pêcheurs, ils ramenaient leur proie, en fait, ce qu'ils avaient chassé le jour même en cuisine dans l'hôtel. Le chef cuisinier préparait tout et après leur servait le soir même au repas et tout, à leur tablée et tout, ce qu'ils avaient chassé. Et je trouvais que le principe était complètement fou, et aujourd'hui encore, en 2023, c'est devenu un 5 étoiles, c'est hyper luxueux et tout, mais tu peux toujours faire ça. Tu peux toujours aller aller pêcher dans le lac droit en face, lui amener le poisson et il te le fait le soir même. Et je trouve ça fou. C'est intéressant ce que tu dis, mais par contre, ça me paraît assez étrange parce que la viande n'est pas trop dure. L'animal vient d'être tué, le manger le soir même. Je me demande si... Alors, je parlais entre autres de la pêche, sûrement, mais... Alors, la pêche aussi, il y a une maturation. Hein. Moi, j'ai été pêché encore il n'y a pas si longtemps avec Serge Guidot à Lausanne, là, qui est un être merveilleux, c'est un monsieur extraordinaire. Et on parlait justement de ça, que le poisson, il faut, quand vous pêchez du poisson, d'ailleurs les pêcheurs le savent, il vaut mieux le laisser 24 heures au frigo, pas trop longtemps non plus, hein, pas dit un mois, hein, mais 24 heures en tout cas au frigo, parce qu'il est meilleur en termes de goût. Forcément, il y a des arômes qui se développent, donc autant profiter de ça. Puis la viande est meilleure. Bah écoute, après, on n'a pas été chasser un sanglier quand j'y étais pour tester, mais je pense que oui, il respecte une maturation ou une marinade ou quelque chose, en tout cas pour le préparer à sa juste valeur. Mais on va revenir sur les chasseurs qui tuent leurs chiens. Là, pour le coup, c'est pas vraiment le bon, mais je pense que ça va toucher cette news. Je sais pas si tu as entendu qu'au mois de juin, il y a eu un accident à Bonvillars, dans le canton de Vaud. Tout à fait. Il y a la très bonne truffe d'ailleurs. On fera certainement peut-être une fois un podcast si ça vous intéresse sur la truffe. Il y a tout un univers autour de ça et c'est magnifique, quoi. Eh ben, un chasseur, il a confondu une jument avec un sanglier. Oui, c'est réel. Mais le truc triste là-dedans, c'était que la jument... c'est très triste. Bah oui, parce que moi, j'adore les chevaux. Donc en même temps que je ris, je me dis, je suis horrible. Il y a une jument qui est certainement morte, en tout cas estropiée. Alors, parce qu'il y a un type qui ne fait pas la différence. Ça, il y a quand même un problème, quoi. Elle est morte. Ouais. Et surtout, elle était enceinte de son 4e poulain. Voilà. Ouais, donc là, tu nous as bien pété l'ambiance. Désolé. Mais, comment tu confonds une jument avec un sanglier? Ça dépend à quelle heure, je pense. Non, d'où je me dis, c'est comme... il y a des choses qui me paraissent complètement insolites. C'est comme quand tu vois des chasseurs, c'est énorme ça. Les chasseurs, ils sont tous habillés en camouflage, donc tenue camouflage. Donc juste là, ça me parle parce que je me dis, c'est normal, ils se camouflent pour pas que l'animal les voit. Mais ils ont des gilets jaunes ou orange fluo. Oui. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ont fait des études? Ils ont montré des gilets jaunes et orange fluo à des animaux, et puis les animaux ont dit non, ça on voit pas. Je sais pas, je comprends pas l'intérêt de s'habiller en tenue camouflage et mettre des choses fluo. En même temps, si le gars il arrive pas à faire la différence entre un sanglier et une jument, je me dis peut-être que c'est pas mal de porter du fluo, quoi. Moi,
Bah, le pauvre paysan qui avait sa jument, il a mis des gilets orange à tous ses animaux le lendemain, quoi. Non, mais c'est quand même hallucinant. Surtout qu'il y a un truc qui vient de se passer en Suisse au niveau de la chasse, c'est que depuis dernièrement, j'ai appris que c'était un des permis les plus durs à avoir, quoi. Ouais, en Suisse, il paraît que Il paraît que c'est super chaud à avoir le permis de chasse. C'est super on comprend mieux On comprend maintenant pourquoi. ouais. Pour protéger les juments. Non, mais on en rigole, mais on dénonce. Hein, c'est terrible, un accident comme ça. Hein, je préfère le dire. L'Islande a suspendu la chasse à la baleine jusqu'à la fin du mois d'août. Sympa. Sympa, l'Islande. Ouais, alors là, on est dans la chasse à la baleine, on pourrait dire la pêche à la baleine, hein, mais faut savoir que la Norvège est quand même un gros chasseur de baleines. On tire à boulet rouge souvent sur les Japonais et les Chinois qui sont plutôt là-dedans aussi, mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, ça perdure encore. Ce sont des traditions. À nouveau, moi, je ne dis pas que parce que c'est une tradition, c'est bien, mais quand je parle de tradition, ça veut dire qu'il y a des mœurs et des états d'esprit à changer, et c'est beaucoup plus long que par un simple règlement pour la modification. Donc voilà, soyons patients et continuons à travailler dans ce sens-là. Mais tu disais l'Islande, mais la Norvège, ils y vont avec la baleine. Ben là, entre autres, ils ont déclaré qu'ils faisaient cette pause au nom du bien-être de l'animal. Donc moi, ça m'a fait un peu doucement sourire, genre... Ils ont fait un communiqué aux baleines, tu vois, ils ont dit petit break jusqu'à août. Il faut la payer, hein. Faut y aller. L'été tranquille, profitez de vos baleineaux et après on reprend, quoi. Mais les autorités du pays ont également laissé entendre que cette pratique controversée touchait à sa fin. Ok. Donc voilà, comme tu dis, step by step. Ouais, il faut y aller tout doucement. On ne peut pas, du jour au lendemain, ça sert à rien d'insulter les gens, caillasser les façades des magasins, des boucheries, des trucs. Moi, je dis pas qu'il faut arrêter de manger de la viande. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que quand on a des traditions séculaires comme ça, il faut pas croire que parce que non, les petits animaux, non, ça se fait pas comme ça. Il y a des traditions qui sont ancestrales et puis il faut y aller tout doucement, quoi. Et puis commencer par le début, comme on l'a dit avant. On avait parlé dans un précédent podcast de la viande, l'abattage de la viande. Peut-être que là, il y a des choses à revoir là-dedans chez les gens qui sont traumatisés par ça. Ben, commencer par le début, c'est-à-dire commencer par exiger que l'on soit athée, croyant ou quoi que ce soit, on étourdisse l'animal, c'est-à-dire qu'on n'abatte pas l'animal, on n'égorge pas l'animal en pleine conscience, et puis les choses iront beaucoup mieux. Il faut aller tout doucement, il faut arrêter de devenir intégriste. L'intégrisme n'a jamais été bon dans quelque domaine que ce soit. Ben ouais, encore une fois, je pense que c'est une désinformation et voilà, on n'en voit que les premières étapes. Il faut qu'on se renseigne aussi, justement. Bah, tu vois, le sentier, je pense que c'est une bonne chose là en Valais, où tu apprends plus un peu sur la pratique et puis tu comprends mieux. En préparant cette émission, j'ai vu un reportage où il parlait de la chasse aux loups en Valais, enfin qui tue les loups, puis que genre à un moment il dit voilà, on est ok, enfin la loi est passée comme quoi on peut tuer 2/3 des louveteaux qui sont nés, je sais pas quoi, enfin bref, j'étais halluciné, j'étais là genre what ça va, on tue les loups comme ça, mais au final c'est un vrai problème, le loup pour les paysans, pour les élevages et tout ça, où ils se font zigouiller leur agneau à tour de bras, quoi. Donc alors oui, ben c'est un sujet très brûlant. Moi je sais pas si je pouvais aborder ça, mais parce que le loup est un chasseur aussi, hein. Et il faut savoir que c'est un chasseur qui gaspille énormément. Contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'un loup va piéger, parce que c'est des très bons chasseurs, donc ils vont piéger les animaux, les précipiter vers des falaises. En fait, l'humain s'est inspiré peut-être des loups à une certaine époque, en tout cas dans l'Antiquité, voire la préhistoire, pour pouvoir chasser ainsi. Mais il y a beaucoup de gaspillage, c'est-à-dire qu'un loup va tuer peut-être 30 bêtes et il va en prélever une. Donc, ouais. Et puis il y a quelque chose que je ne soupçonnais pas, mais je l'ai découvert au travers de mes émissions, mes reportages, où j'ai interviewé un jour un éleveur en Valais, un gars super sympa, je ne me rappelle plus son nom, et qui m'a informé d'un problème qu'ils ont, c'est que quand un loup tue un animal sur un élevage, ça génère un tel stress chez tous les moutons qui sont des survivants, que ça leur crée des blocages. Pour m'expliquer, pour faire très très clair, quand un loup attaque un troupeau de moutons, tous les agneaux qui viennent de naître, en tout cas qui sont encore allaités par les mères, sont condamnés à mort de facto. Parce que ça bloque la production de lait chez les brebis,
tellement ils ont été terrorisés par l'attaque de l'animal. Oh, wow. Donc ça, on l'oublie, on n'en parle pas parce que à nouveau, les petits agneaux, il y a les petits agneaux qui crèvent qui crèvent de faim et c'est tout un salam alek pour le paysan parce qu'il doit se faire prêter des brebis qui peuvent allaiter, mais en même temps, les périodes de lactation ne sont pas forcément coordonnées avec l'événement qui vient de se passer. Donc le loup, c'est un problème très chaud, c'est un problème qui touche à l'affectif, qui touche aussi à la tradition, qui touche à tout ce dont on a parlé finalement depuis le début de ce podcast. Mais il y a un problème très clair. Et quelle est la solution ? J'en sais rien. Moi, je me pose des questions. Je suis un peu dubitatif quand même parce qu'on parle de rationalisation, on parle d'efficacité, on parle de respect de la nature. Je suis pas sûr quand même que le loup soit très très respectueux du gaspillage qu'il peut provoquer. Moi, je comprends qu'il veuille se nourrir, c'est normal. Surtout si on le remet en liberté, faut pas dire entre ma liberté, mais tu iras faire tes courses au supermarché. Ça va pas le faire comme ça. Faut être conscient qu'il va y avoir des attaques de troupeaux, mais est-ce qu'il y a pas trop de gaspillage et puis surtout toutes les conséquences qu'il y a derrière, dont je viens de parler, qui sont catastrophiques pour nos éleveurs. Parce que les éleveurs sont indemnisés, donc ils ne sont pas remboursés. L'animal qui a été tué, gaspillé, j'ai envie de dire, alors celui qui a été consommé, qui a été prélevé, ok, mais celui-là il est indemnisé, évidemment. Ceux qui ont été tués, évidemment, ils ont été indemnisés. Ça ne veut pas dire remboursé, c'est-à-dire qu'il y a quand même une perte pour l'éleveur. Ma foi, allons-y. Mais tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire le côté sevrage, en tout cas, qu'il n'y a plus d'aliments, il n'y a plus de lait, de production de lait de la part des brebis pour nourrir les petits agneaux parce qu'elles ont un tel stress qu'elles sont bloquées. Ça, par contre, c'est pas indemnisé pour les paysans. Donc ça, pour les éleveurs. Donc là, il y a un problème quand même. Eh ben, écoutez, joignons nos efforts pour trouver une solution au loup, quoi, j'ai envie de dire, parce que ça fait mal au cœur d'un sens comme dans l'autre, quoi. C'est ça qui est terrible. Et puis il y a une chose que je veux ajouter, parce que je sais que c'est un sujet très très brûlant. Moi, je le vois autour des gens avec qui j'ai l'occasion de discuter de ça, et puis de par mon métier et de par mes différentes activités. Moi, je veux surtout pas, à travers mes propos, choquer et donner l'impression que j'ai un parti pris. Moi, je pose des questions. C'est-à-dire que je vois, c'est mon rôle de dire, OK, on est dans cette situation-là, n'oubliez pas, il y a ça qui se passe à côté. Après, ça ne veut pas dire que je suis pour ou contre ou quoi que ce soit. Moi, je dis juste que parfois, on y va avec des doses de cheval, c'est-à-dire des règlements qui sont faits parfois par des gens qui ont le cul bien vissé sur une chaise dans des bureaux, dans des grandes villes et qui ne sont pas à côté de la réalité. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. Très bien. Je te rejoins globalement sur la conclusion de ce psaume, quoi. Je pense qu'on arrive gentiment au terme. Moi, j'ai plus de trop de news. J'en ai une sur un sciure de 2,61 m qui a été pêché dans le Saône. La Saône. La Saône, ok. Je ne me rends pas compte où c'est. C'est dans le département du Rhône. La Saône, ouais. Bah oui, c'est dans c'est en France, mais c'est pas dans la vallée du Rhône. Je crois que c'est au-dessus de la vallée du Rhône, la Saône. C'est un couple de pêcheurs qui a sorti une énorme prise de 120 kilos. Ah, mais je crois qu'à Nyon, il n'y a pas besoin d'aller en France. Je crois qu'à Nyon, il y a eu un silure qui a été pêché de plus de 2 mètres de haut, quoi. De long. De long, ouais. Et 2 mètres de haut. Vous commencez à s'inquiéter. Et ça, c'est les pharma qui mettent des médicaments dans l'eau. On connaît très peu finalement le fond des eaux, quelle qu'elle soit. Je crois que 70% de la surface de la Terre sont des océans. Je suis sûr que si une fois ça s'asséchait, on trouverait des choses absolument hallucinantes au fond. Ah ouais, non mais j'imagine. Mais moi je me demandais d'ailleurs, parce que en préparant cette chronique du coup, j'ai vu pas mal de le silure de machin. Mais silure, on le mange ou pas ? Le silure ? Ouais. C'est super bon le silure. Ah, je me rends pas compte. Si, c'est super bon. Après, il y a une histoire de goût, c'est-à-dire que le silure est un poisson de vase et on lui a prêté très longtemps des propriétés d'avoir un goût de vase, etc. Ok, moi je dis ouais. Et puis alors, les anguilles, on les laisse dégorger. Pourquoi on laisse pas dégorger les silures aussi ? Moi, je me suis fait l'autre jour un tartare de silure. Pêché avec Claude Delay de Port-Alban, s'il nous écoute, on l'embrasse. Un pêcheur aussi professionnel qui m'a dit écoute, moi j'en mange pas, mais prends-le. Et puis après, il m'a expliqué que c'est une histoire de profondeur où on les pêche, entre 30 et 40 mètres, je crois, ou je sais pas quelle profondeur. Là, le silure n'a pas forcément plus le goût de vase. Donc, oui, le silure, ça se mange et c'est super bon. Ça ressemble, la texture de la viande ressemble un peu d'ailleurs à la texture de la baudroie.
Ok. Mais ceci est un autre débat. Nous C'est ça, parlons ça, poisson. ouais. Exactement. On parlera pêche dans un prochain événement. Philippe, tu continues ta tournée, tes spectacles avec un magnifique site web bientôt qui va arriver tout neuf, tout joli. Bientôt. On vous le promet. En tout cas, c'était super sympa de parler de ça. On rappelle que quand ce podcast sort, on est en octobre, on sera en pleine période de chasse, donc n'ayez pas peur d'aller manger de la chasse après avoir écouté ce qu'on a raconté. C'est quand même un bon moment à passer. Moi, je vous recommande de profiter de ça si ça vous plaît, tout simplement. Faut dire les choses, faut mettre les pieds dans le plat. Oh, je crois que je vais laisser à Lucas le soin de cette conclusion. Exactement. En tout cas, si vous mangez de la chasse, mangez des spätzli, ça fera plaisir à Philippe. Voilà. Et les spätzli de plusieurs couleurs différentes. On peut les faire jaune, vert, brun, blanc. Il y a couleur colorant chou de Bruxelles. spätzli. On peut faire des très très jolies couleurs automnales et Exactement. les spätzli, c'est tellement bon. Oui, c'est incroyable. On vous fait plein de bisous et puis n'hésitez pas à partager le podcast. On le dit jamais assez. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous voulez qu'on traite d'un sujet ou d'un autre. Et puis nous, on se retrouve tous les premiers mercredis du mois pour un nouvel épisode. Exactement. En attendant, on vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas les pieds dans le plat. À bientôt. Vous voulez manger avec nous? Allez, viens, je vais te faire goûter un truc. Devine quoi? Maintenant, je veux une pâtisserie. Oui, j'ai envie de me farcir un gâteau débile. Ah bah ça tombe bien, j'aime pas les huîtres.